Ça, c'est ma tête, d'accord, mais filmée à 1 millième de seconde. Chaque image est ralentie 4 fois. C'est la tête que je fais quand je veux faire disparaître quelqu'un. Et la vidéo d'aujourd'hui s'appelle « Leçon pour faire disparaître les gens ». On est dans l'instant Lovecraft. C'est le 59, mais en même temps, c'est une petite excursion. On revient chez Ambrose Bierce. C'est-à-dire Lovecraft, c'est aussi les racines où il prend sa façon de raconter des histoires. Je vous en raconte une d'histoire. La difficulté de traverser un champ. Un matin de juillet 1854, un planteur nommé Williamson, qui vivait à 8 km de Selma, Alabama, nota « Ouvrez tout de suite votre Google Earth, Google Street View, et vous trouverez Selma, Alabama. » Et rien ici n'est fantastique, on n'est pas dans la fiction. Était assis avec sa femme et un de ses enfants sous la véranda de leur habitation. Tout le monde fait ça, dans ce coin-là. Juste avant la maison, il y avait une pelouse, peut-être 50 mètres de largeur, entre la maison et la grande route. C'est tout simple. La façade, la véranda, la pelouse, donc espace strictement vide, et la route, parallèle, ou comme on l'appelait, la dure. Au-delà de la route, rien qu'une pâture à l'herbe rase. C'est plus la pelouse, mais c'est encore un champ, avec toute la vue dégagée, d'1 hectare environ, plane et sans un arbre. Notez, ni rocher, ni aucun obstacle artificiel à sa surface. On a juste l'étendue. Tout est visible. On a planté un décor. À ce moment précis, il n'y avait même pas un animal dans le champ. Dans un autre champ, par-delà la pâture, travaillaient une douzaine d'esclaves et leurs contremaîtres. Et vous savez comment l'œuvre d'Ambrose Bierce s'ancre tout entière dans la guerre de sécession, normale qui est des esclaves. Jetant le mégot de son cigare, petit geste quotidien, et là encore, par contre, ça suffit cette notation pour se braquer sur le personnage lui-même. Le planteur se leva, disant « J'ai oublié de dire un truc à Andrew concernant les chevaux. Andrew était le contremaître. » Donc, il annonce qu'il va traverser la pelouse, la route, le champ pour aller retrouver de l'autre côté, là où il y a les chevaux, les esclaves et le contremaître. Williamson suivit paresseusement l'allée de gravier. Paresseusement, juste l'adverbe, mais ça suffit pour dire « tout est normal, tout est tranquille ». Rien de spécial, on est dans le banal, pas dans la catastrophe. Cueillant une fleur au passage, il en rajoute un peu le Ambrose Bierce, traversa la route pour s'engager dans la pâture, s'arrêtant un moment quand il lui fallut fermer la barrière. Donc on a positionné le mouvement sur l'horizontale, mais hop, toute petite suspension. Pour saluer un voisin qui passait, Hermore Wren, qui vivait dans la plantation après la leur. Mr. Wren était dans un cabriolet découvert, avec son fils James, un adolescent de 13 ans. Très important. Le regard de l'adulte peut être affecté par ses sensations, ses affects. Le regard de l'enfant, non. Le regard de l'enfant est prêt à la surprise. Le regard de l'enfant est prêt à la complexité du réel que nous avons déjà trié dans des petites cases et des champs. Quand ils se furent éloignés de 200 mètres, vous voyez, éloignés, mais pas tant que ça, on reste dans l'espace visible. Du point de leur rencontre, Mr. Wren dit à son fils « J'ai oublié de dire un truc à Williamson concernant les chevaux. » Presque la même phrase, mais qu'on a quasiment inversé. Williamson avait dit « J'ai oublié de dire un truc à Andrew concernant les chevaux. » Et là, Wren dit « J'ai oublié de dire un truc à Williamson concernant les chevaux. » J'avais complètement négligé ce petit détail, mais qui me plaît bien. Vous voyez, cette figure d'emboîtement comme ça. Et mine de rien, justement, parce qu'on ne le remarque pas, cette espèce de dédoublement du réel, là, il est fort, l'Ambrose Bierce. Wren avait vendu des chevaux à Williamson, lesquels auraient dû leur être menés ce jour-là, mais qui, pour quelque raison, qui n'a pas été précisée, ne leur serait livré que le lendemain. On vous raconte des trucs dont vous n'avez rien à faire, mais pour une raison qui n'a pas à être précisée. Là encore, le combat contre la possibilité de penser qu'on a affaire à de la fiction. Il enjoignit au cocher de faire demi-tour, important. Et comme le cabriolet manœuvrait, tous trois aperçurent Williamson continuant de traverser paresseusement la pâture. À ce moment-là, un des chevaux du cabriolet trébucha. Il s'était à peine repris que le jeune James Wren criait « C'est quoi, père ? Qu'est-ce qui est arrivé à monsieur Williamson ?»
Donc vous voyez la scène. Le type traverse, l'étendue plane. Il y a la route, le cabriolet qui fait demi-tour, dans la manœuvre, un petit chaos. À ce moment-là, seul l'enfant voit Mr. Williamson, mais surtout voit qu'il n'y a plus Monsieur Williamson. C'est quoi, père? Qu'est-ce qui est arrivé à Monsieur Williamson? Ce n'est pas le but du récit que de répondre à cette question. Là, on est avec Ambrose Bierce. L'étrange récit que tint Mr. Wren quant aux faits tenus sous serment dans la suite des procédures juridiques relatives à l'héritage de Williamson s'établit comme suit. Déclaration sous serment devant la justice. Dans la langue anglaise, statement. Ceux qui connaissent l'œuvre poétique de Vanessa Place savent ce qu'on peut faire avec des transcriptions littérales comme ça de ce qui se dit devant la barre de justice. Mais repensez à Lovecraft, comme il va utiliser ça très souvent. Le plus caractéristique étant regardez dans la chose sur le seuil. On répond aux médecins et policiers qui vous disent « Vous avez tué votre meilleur ami. Pourquoi ?» Randolph Carter. Statement of Randolph Carter. Déclaration de Randolph Carter parce qu'on l'accuse, lui aussi, d'avoir tué. L'étrange récit que tint Mr. Wren quant aux faits tenus sous serment dans la suite des procédures juridiques, c'est pas un détail du tout pour rien. L'exclamation de mon fils me fit me retourner vers l'endroit où je l'ai vu s'engager un instant plus tôt, mais il n'y était plus, n'était plus visible nulle part. J'en fus évidemment alarmé, sans toutefois réaliser la gravité de ce qui se passait, même si je le trouvais singulier. Mon fils, cependant, restait stupéfait, continuait de répéter sa question, sous toutes les formes, jusqu'à ce que nous soyons revenus à la barrière. Mon domestique noir, Sam, était pareillement troublé, et même à un degré supérieur. Normal, là encore. La naïveté supposée par le patron propriétaire, planteur, de son cocher noir, qui n'est pas esclave, notons-le. Mais je crois que c'était dû plus à l'effroi de mon fils qu'à ce qu'il avait lui-même observé. Ici, une phrase rayée dans le témoignage. Ça, c'est important aussi. Même le témoignage, ce qui se dit dans la justice, c'est du langage transporté, produit, et donc susceptible d'avoir été manipulé. On a enlevé une phrase. Comme nous descendions du cabriolet à l'entrée du champ, que Sam attachait les chevaux à la barrière, toujours les gestes ordinaires, Madame Williamson, son bébé dans les bras, la vie ordinaire, suivie par plusieurs domestiques, arrivés en courant, en grande nervosité, criant « Il a disparu, il a disparu, Dieu, quelle affreuse histoire !» et bien d'autres exclamations similaires dont je ne saurais me souvenir distinctement. Mais j'en tirais l'impression qu'elle parlait de plus grave, plus que de la simple disparition de son mari, même si c'était arrivé devant ses yeux. Elle, je vous rappelle, elle est dans la véranda, la pelouse, la route, le champ, donc elle est précisément face à cet espace où son mari s'éloigne de dos, et puis, à un moment donné, l'image, comme on le ferait au cinéma. Au cinéma, c'est simple, s'enlever, se remettre. Dans la réalité, je sais pas, mais en même temps, précisément, c'est le statut du réel comme image qui est aussi, tout d'un coup, en question. J'en tirais l'impression qu'elle parlait de plus grave. Ses manières étaient étranges, mais pas plus. J'ai pensé que c'était compréhensible en de telles circonstances. Vous voyez comme il accélère, là, Ambrose Bierce. Là, c'est le vocabulaire de course de vélo. Là, tout d'un coup, le récit, et ça aussi c'est une leçon pour Lovecraft, le récit ne peut pas rester au même rythme. À chaque phase, comme ça, la percussion, bam, 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 donc la manière de traiter la succession des images, la manière de traiter le surgissement du réel devant vous, mentalement, bien sûr, est un des éléments de la dynamique narrative, et donc de la fiction. Ce témoignage, comme on pouvait s'y attendre, fut corroboré en chaque point par le seul autre témoin oculaire, si le terme convient, oui, parce que témoin qui a vu, mais précisément il n'a pas vu l'instant. Le cocher James. Madame Williamson avait perdu la raison. La folie est jamais loin derrière. Quand le réel est troublé, l'onde de choc du trouble du réel, c'est destructif, tout simplement. Madame Williamson avait perdu la raison. Jeune mère de famille, son enfant dans les bras, et ses domestiques, bien sûr, n'avaient pas compétence pour témoigner, non pas de statut civique, les Noirs. L'adolescent James Wren avait d'abord déclaré avoir vu la disparition, mais il n'y a rien de tel dans son témoignage tel que rapporté à la cour. Ce qu'on voit, c'est la suspension. Il y a M. Williamson, il n'y a plus M. Williamson. Les deux temps, il n'y a plus. La césure n'est pas quantifiable. C'est même pas un millième de seconde. Comment le il y a pourrait être autrement, pourrait disposer de temporalité?
Et donc, s'il ne dispose pas de temporalité, le changement de temporalité, passer à des espaces-temps complètement différents, évidemment, une dimension fantastique qui là devient implacable. Aucun des travailleurs du champ dans lequel se rendait Williamson n'avait rien vu du tout. Normal, ils s'occupaient à leur truc. Et la plus rigoureuse recherche sur la plantation tout entière et dans le pays environnant ne put fournir aucune piste. Les fictions les plus monstrueuses et grotesques, amplifiées par les Noirs, coururent dans cette partie de l'État pendant bien des années, peut-être même jusqu'à nos jours. Quand on s'affronte à la réalité, la légende qui transforme la réalité en récit, ou du moins ce qui transforme la réalité en récit, comporte des harmoniques où la notion de mythe, de légende, affecte précisément même la nature la plus immédiate du récit, y compris, on l'a vu, le témoignage en justice. Mais ce qu'on en a dit ici est véritablement tout ce qu'on sait, le verbe savoir. La cour décida que Williamson était mort et distribua son héritage selon la loi. Conclusion. On a une histoire, j'ai pris du temps de la commenter, mais qui fait 3 pages et un petit bricolage. C'est un chapitre qui s'appelle « Disparition inexpliquée ». On peut dire « Waouh, il est fort, là, Ambrose Bierce ». Mais vous voyez, dans son « Ghost Stories », Histoire de fantômes, paru vers 1908-1910, si je me trompe pas, le chapitre est une série. C'est pas la question d'une disparition inexpliquée. C'est dire « Je travaille sur la disparition inexpliquée et je crée 4 récits successifs qui soient des figures. Et chaque figure va être aussi mystérieuse, aussi forte, aussi implacable que celle-ci. Ça, pour moi, c'est une leçon. Là où précisément ces auteurs, comme Ambrose Bierce, font naître quelque chose dont va se saisir Lovecraft. À quel moment la série devient, la variation, la multiplication, devient l'injonction. Et toi, mec, tu écris quoi ? Tu inventes quoi comme histoire de disparition inexpliquée ? En penser une, ça va. Faites l'effort. Tentez d'en penser 4 et vous allez voir. Moi, ce truc-là, j'ai eu un plaisir énorme à le traduire, précisément parce qu'on ne peut pas comprendre cette espèce de complexité narrative. Le travail qui se fait en moi depuis quelques années sur comprendre ce qui se passe dans ces manières comme ça d'entre réel et fiction, et la notion de témoignage par rapport à ce qu'on rapporte du réel et comment dans l'expérience du réel on essaye de sauter dans ce qui ne nous est pas accessible. C'est aussi la raison pour laquelle j'appelle ces vidéos écriture. C'est la seule raison de dire, ici, j'écris ma littérature, et c'est ça, mon roman. Ce qu'on est en train de faire tout de suite, y compris par l'héritage. Simplement, ce petit bouquin, je l'ai proposé à je ne sais pas combien de gens, personne en a voulu. Donc à un moment donné, j'ai dit, allez, je suis capable de faire des mises en page, je suis capable de corriger le texte, vous voyez, là il reste encore une coquille, mais c'est ça aussi la magie du print on demand, puisque c'est vous, lecteur, qui allez faire exister le livre. La correction, la mise à jour peut se faire en continu. On passe comme ça à une idée de livre à renouvellement perpétuel. Ça n'empêche pas son état de stabilité. J'ai traduit un livre de 1908 qui s'appelle « Histoire de fantômes » d'Ambrose Bierce, et à un moment donné, pour que ça existe, pour que ça fasse relais, pour qu'on puisse se l'approprier, bien oui, ça devient livre, et ça passe par la mise en page, ça passe par le soin apporté aux couvertures. Je fais ce que je peux, je suis pas un as du graphisme, ça passe par une bonne qualité de papier. Donc cette question d'ergonomie, elle est tellement importante. Je suis très heureux de la confiance que m'a accordé Point Seuil, et donc on a fait 7 petits tomes comme ça d'histoire de Lovecraft. Par contre, ils sont pas en mise à jour ou correction ou évolution permanente. Et je le regrette bien. Un livre comme Dans l'abîme du temps ou un livre comme L'appel d'Orthlou, c'est des choses qui viennent dans votre vie et qui ensuite vous accompagnent pour toujours, comme André Markovits retravaille en permanence ces traductions de Dostoïevski. Mais à un moment donné, je pense que pour moi, justement, il fallait aller plus loin. Et dans cette collection, par exemple, Rêve dans la maison de la sorcière, dans cet équilibre qu'on change, dans ce qu'on pousse avec le print on demand. Je répète, moi, j'installe sur un serveur une mise en page, des instructions de format, des instructions de matière, de contenu, un prix qui reste symbolique et bien moindre que dans l'édition traditionnelle où vous payez les camions, les intermédiaires, les distributeurs, les entrepôts,
les attachés de presse, nous on n'a plus ça. Mais en même temps, on a cette relation directe, et moi quel plaisir aussi de faire confiance aux copains qui viennent dans ce monde-là. Simplement, à un moment donné, comment une collection comme ça, qui se diffuse uniquement sur Internet, avec ce lien vivant que sont ces instants Lovecraft, fin du 59, puisse avoir la même confiance, le même passage de main à main, comme ça, que ces livres-là que vous trouvez dans les relais ou les FNAC de hall de gare et tout ça. Et c'est quelque chose qui fait aussi beaucoup réfléchir. Et si on passait un contrat de confiance, vous essayez Ambrose Bierce, essayez Rêve dans la maison de la sorcière de Lovecraft. Et on est prêt à ce que tous ensemble, il se passe quelque chose. Dans le livre, pas seulement repenser à la disparition inexpliquée. Il est arrivé quoi à M. Williamson? Comment vous faites, vous, pour faire disparaître quelqu'un? Leçon pour faire disparaître les gens. Instant Lovecraft, numéro 59. Bye.